Un matin de juillet, une jeune mère emmena son fils de 2 ans faire une randonnée matinale de routine dans les Rocheuses. Mais ni l'un ni l'autre ne rentra jamais à la maison. Les Rangers insistaient qu'ils avaient dû tomber, se perdre, avoir un accident. Pourtant, aucun corps ne fut jamais retrouvé. Aucun indice jamais découvert. Puis 6 ans plus tard, des chercheurs du parc étudiant l'activité thermale à l'intérieur d'une source chaude sur la montagne tombèrent sur des preuves si horrifiantes qu'elles hantent encore tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Mark Brennan était assis à son bureau à domicile, luttant pour se concentrer sur les rapports trimestriels étalés devant lui. Les chiffres se brouillaient, refusant de prendre sens, peu importe combien de fois il les examinait. 6 ans. Près de 6 ans s'étaient écoulés depuis que Sarah et Ethan avaient disparu lors de ce qui aurait dû être une simple randonnée d'une journée dans les Rocheuses. Son téléphone sonna, le son aigu coupant à travers ses pensées. Le numéro n'était pas familier, un indicatif du Colorado. Son estomac se serra alors qu'il répondait. « M. Brennan, ici la détective Patricia Chen, du bureau du shérif du comté de Park. Je dois vous parler concernant l'affaire de votre femme et votre fils. » La tasse de café glissa de la main de Mark, le liquide brun se répandant sur les documents financiers. Après 6 ans de pistes sans issue et d'espoir qui s'amenuisaient, plus personne n'appelait à propos de Sarah et Ethan. « Qu'avez-vous trouvé ?» Sa voix sortit rauque. « Monsieur Brennan, je préférerais discuter de ceci en personne. Pouvez-vous venir au Colorado ? Nous avons fait une découverte qui nécessite votre attention immédiate. Dites-le-moi simplement, s'il vous plaît. » Mark serra le téléphone plus fort. « Sont-ils » La détective Chen marqua une pause. Une équipe de recherche étudiant l'activité géothermique a découvert des restes dans une source chaude près du système de sentier cascade. Nous avons trouvé des objets que nous pensons avoir appartenu à votre femme. La pièce tourna. Mark pressa sa main libre à plat contre le bureau pour se stabiliser. Tous les deux ? Vous avez trouvé tous les deux ? Monsieur, je pense vraiment qu'il vaut mieux discuter des détails quand vous arriverez. Pouvez-vous prendre l'avion aujourd'hui ? Je réserve un vol maintenant. Mark était déjà en train d'ouvrir des sites de compagnies aériennes sur son ordinateur portable, ses mains tremblant alors qu'il tapait. La source chaude, laquelle ? Il y en a des dizaines dans cette zone. Morning Glory Pool, à environ 3 km du sentier principal. Monsieur Brennan, l'équipe de recherche qui a trouvé, ce qu'ils ont trouvé, ce sont des scientifiques environnementaux de l'Université du Colorado. Ils prenèrent des échantillons de carottes pour étudier les dépôts minéraux quand leur équipement a enregistré des anomalies au fond de la source. L'esprit de Mark remonta à ce matin de juillet 6 ans auparavant. Il s'était réveillé avec de la fièvre et des frissons, probablement une intoxication alimentaire due au plat à emporter douteux qu'ils avaient épris la veille. Sarah avait voulu annuler la randonnée, mais il avait insisté pour qu'ils y aillent sans lui. Ethan était si excité de voir le haut qui fait des bulles, comme il appelait les sources chaudes. 2 ans, solide sur ses petites jambes, toujours désireux d'explorer. « Les objets ?» réussit à demander Mark. « Qu'avez-vous trouvé exactement ?» Des restes de tissu correspondant à de l'équipement de randonnée, une armature de sac à dos, du cuir qui semble provenir de bottes. Le ton professionnel de Chen ne pouvait masquer le poids de ce qu'elle ne disait pas. Et de la matière organique. Nous aurons besoin d'une confirmation ADN, mais étant donné l'emplacement et les objets trouvés. « Et mon fils ?» interrompit Mark. « Ethan n'avait que 2 ans. Avez-vous trouvé quelque chose qui indiquerait… » C'est ce dont nous devons discuter en personne, Monsieur Brennan. L'équipe médico-légale traite encore la scène. La nature des sources chaudes rend la récupération compliquée. La température élevée et la teneur en minéraux affectent la préservation de manière unique. Mark se leva brusquement, renversant sa chaise. Par la fenêtre, il pouvait voir les voisins vaquer à leur mardi matin ordinaire, promenant des chiens, partant au travail, vivant des vies intactes par une dévastation soudaine. « Je serai sur le vol de 14h30 pour Denver. Quelqu'un peut venir me chercher à l'aéroport ? » « Je vous retrouverai personnellement », assura la détective Chen. « Monsieur Brennan, je sais que c'est incroyablement difficile. Nous allons avoir besoin que vous regardiez certains objets à des fins d'identification. Êtes-vous préparé à cela ? » « J'attends des réponses depuis 6 ans, dit Mark. Je suis prêt à tout. » Mais même en le disant, il savait que c'était un mensonge. Comment quiconque pourrait-il se préparer à identifier les restes de sa femme ? Comment pourrait-il se préparer à la confirmation que la femme vibrante et aventureuse, qu'il avait convaincue de déménager au Colorado pour la randonnée, avait trouvé sa fin dans une piscine bouillante d'eau chargée de minéraux ? Après avoir terminé l'appel, Mark se déplaça mécaniquement à travers la maison, jetant des vêtements dans un sac. Dans le couloir, il passa devant la galerie de photos que Sarah avait insisté pour créer. Des dizaines de cadres montrant leurs aventures. Il y avait Ethan sur les épaules de Mark au Garden of the Gods, Sarah riant alors qu'elle essayait de monter leur tente dans une tempête de vent. Eux 3 à Morning Glory Pool, juste l'été avant qu'ils disparaissent. Ethan pointant avec excitation les couleurs prismatiques tout en étant tenu en sécurité dans les bras de Sarah. Morning Glory Pool.
Il l'avait de visiter plusieurs fois, toujours prudent de garder Ethan bien loin du bord. La température de l'eau était en moyenne de 71 degrés Celsius. Sarah lui avait lu les statistiques de sécurité, à quelle vitesse le corps humain succombait à une telle chaleur, comment les minéraux empêchaient toute décomposition complète, créant une sorte d'archive préservée de la tragédie. Mark se força à détourner le regard des photos et à se concentrer sur ce qui devait être fait. Appeler son patron, réserver le vol, emballer les documents d'identification dont la détective aurait sûrement besoin. Contacter la sœur de Sarah à Portland? Non, cela pouvait attendre jusqu'à ce qu'il en sache plus. Alors qu'il conduisait vers l'aéroport, 2 heures plus tard, Mark se retrouva à penser à l'équipe de recherche. À quoi cela avait-il ressemblé, s'attendant à trouver des dépôts minéraux et découvrant à la place des preuves d'une tragédie vieille de 6 ans? La détective avait mentionné des anomalies dans leur équipement. Du métal provenant d'armatures, de sacs à dos et d'œillets de bottes, probablement. Peut-être l'alliance en titane pour laquelle il avait économisé des heures supplémentaires, celle que Sarah n'enlevait jamais. Le vol passa dans un flou. Mark fixa par la fenêtre alors que les montagnes du Colorado apparaissaient, les mêmes sommets qui avaient attiré Sarah comme un aimant. Elle avait grandi dans l'Ohio, aussi plat que possible, et les montagnes avaient éveillé quelque chose en elle. Même après la naissance d'Ethan, elle avait insisté pour maintenir leur programme de randonnée, modifiant les itinéraires pour le porte-bébé, toujours préparé avec des fournitures et des plans d'urgence. Maintenant, enfin, il aurait des réponses, ou du moins certaines d'entre elles. La question qui le hantait le plus, ce qui était arrivé à Ethan, restait non dite dans les mots prudents de la détective Chen. Les sources chaudes préservaient certaines choses, en détruisaient d'autres. Quelle preuve d'un enfant de 2 ans pourrait survivre 6 ans dans de l'eau bouillante et acide? Alors que l'avion descendait vers Denver, Mark pressa son front contre la fenêtre et essaya de se préparer à ce qui l'attendait dans ces montagnes où sa famille avait disparu. La détective Patricia Chen attendait debout dans la zone des arrivées de l'aéroport de Denver, son apparence correspondant à son comportement professionnel au téléphone. Début de la quarantaine, des yeux vifs qui ne manquaient rien, portant des vêtements pratiques adaptés au terrain montagnard. Elle repéra Mark immédiatement, probablement à cause du chagrin épuisé gravé sur son visage. « Monsieur Brennan, dit-elle en tendant la main, je suis désolée que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Mon véhicule essaie dehors. C'est environ 2 heures de route jusqu'au site. » Mark la suivit jusqu'à un SUV non marqué, reconnaissant qu'elle n'essayait pas de faire la conversation alors qu'il naviguait hors de l'aéroport. Les montagnes se dressèrent devant, les mêmes sommets qu'il avait autrefois trouvés majestueux se sentant maintenant oppressants. La détective Chen parla finalement alors qu'il rejoignait l'I-70. L'équipe de recherche a été très coopérative. Le docteur Emily Reeves dirigeait l'étude thermique quand ils ont fait la découverte il y a 3 jours. Ils nous ont immédiatement contactés et n'ont pas perturbé le site depuis. 3 jours, répéta Mark. Vous saviez depuis 3 jours. Nous devions vérifier certains détails avant de vous contacter. L'environnement de la source chaude crée des défis uniques pour la récupération des preuves. Nous avons dû faire venir de l'équipement spécialisé et des experts qui comprennent la médecine légale géothermique. Mark fixa le paysage qui défilait. Avez-vous trouvé une indication de mon fils? Les mains de Chen se resserrèrent légèrement sur le volant. La récupération est en cours. La source est plus profonde que cartographiée à l'origine. Près de 12 mètres au centre. Nous avons récupéré plusieurs objets à diverses profondeurs, mais le processus est lent. La température de l'eau et la teneur en minéraux signifient que nous ne pouvons envoyer des plongeurs que pour de très courtes périodes. Ils roulèrent en silence à travers les villes touristiques d'Idaho Springs et Georgetown, dépassant l'embranchement pour Loveland Pass, où Mark et Sarah s'étaient de fiancés 7 ans auparavant. Chaque point de repère contenait des souvenirs maintenant ternis par le fait de savoir comment l'histoire s'était terminée. L'aire de stationnement du système de sentiers cascade était bouclé avec du ruban jaune, plusieurs véhicules des forces de l'ordre regroupés près du début du sentier. Chen conduisit Mark au-delà des barrières, d'autres officiers hochant sombrement la tête alors qu'il passait. La randonnée de 3 km jusqu'à Morning Glory Pool n'avait jamais semblé plus longue. Mark entendit l'activité avant de la voir, des voix, de l'équipement qui bourdonnait, le chaos organisé d'une enquête majeure. Puis le sentier s'incurva et Morning Glory Pool apparut. La source chaude ressemblait exactement à ce qu'elle était lors de leur visite familiale. Un cercle parfait de couleurs brillantes, des jaunes et des verts rayonnant depuis le centre bleu profond. Mais maintenant, la merveille naturelle paisible était entourée d'équipements d'enquête. Une plateforme de plongée spécialisée avait été construite sur un bord. Des équipes de récupération en tenue de protection travaillaient méthodiquement autour du périmètre. Monsieur Brennan, le docteur Emily Reeves, s'approcha, sa veste de l'Université du Colorado tachée de boue après des jours de travail sur le terrain.
Je suis tellement désolé, nous prenions des échantillons de carottes des tapis bactériens quand notre magnétomètre a détecté du métal en profondeur. Le protocole exigeait que nous enquêtions sur toute anomalie qui pourrait affecter nos données. Elle les conduisit à une tente de preuve temporaire installée à 30 mètres de la source. À l'intérieur, des tables contenaient des objets soigneusement étiquetés à divers stades de documentation. Les jambes de Marc se sentirent-ils faibles alors qu'il s'approchait de la première table. L'armature du sac à dos était indéniable malgré la corrosion. Sarah avait acheté ce modèle particulier après des recherches approfondies, louant sa distribution du poids et sa durabilité. Les restes de tissu violet s'accrochant encore à des parties de l'aluminium racontèrent le reste de l'histoire. Nous pensons que l'armature métallique du sac est ce qui a déclenché nos instruments, expliqua doucement le docteur Reeves. La profondeur et la position suggèrent qu'il avait été lesté. L'esprit de Marc luttait pour traiter l'implication. Lesté? Vous voulez dire que ce n'était pas un accident? La détective Chen s'avança. C'est l'une des choses que nous devons déterminer. La circulation naturelle de la source aurait pu déplacer des objets en 6 ans. Mais certains aspects de ce que nous avons trouvé sont préoccupants. Elle le guida vers une autre table. Les bottes de randonnée de Sarah ou ce qu'il en restait. Le cuir avait partiellement survécu à l'environnement extrême, assez pour voir les semelles orthopédiques personnalisées qu'elle avait fait faire pour ses voûtes plantaires hautes, ses clés de voiture, le porte-clés métallique portant toujours le logo du concessionnaire. Et puis, dans un sac de preuves séparé, son alliance. Marc prit le sac avec des mains tremblantes. Le titane avait survécu parfaitement. L'inscription toujours lisible, jusqu'au sommet et retour, MNS. Ils l'avaient fait graver avec leur blague privée sur le fait de traverser ensemble les sommets et les vallées de la vie. La position des objets suggère que votre femme est entrée dans la source entièrement habillée avec tout son équipement, dit Chen prudemment. C'est très inhabituel pour une chute accidentelle. La plupart des victimes qui entrent accidentellement dans les sources chaudes le font partiellement. Un pied glisse, ils atteignent quelque chose, ils se penchent de trop loin en prenant des photos. Une immersion complète avec un sac et des bottes. Sarah connaissait ses sources, dit Marc, sa voix creuse. Elle était obsédée par la sécurité, surtout avec Ethan. Elle ne se serait jamais approchée assez près pour tomber. C'est ce que nous devons enquêter, répondit Chen. Il y a autre chose. L'enquête de l'équipe de recherche montre que cette source a un profil de profondeur inhabituel. La plupart des sources chaudes de cette zone sont relativement peu profondes, mais Morning Glory a une cheminée étroite qui s'étend beaucoup plus profondément que ne le suggère la piscine de surface. Les objets pourraient être distribués à différentes profondeurs. Marc comprit ce qu'elle ne disait pas directement. Différentes parties de preuves, différents restes, pourraient être à différents niveaux. La pensée le rendit nauséeux. « Qu'en est-il des autres randonneurs ce jour-là » demanda-t-il. « Le registre des sentiers? Les caméras de sécurité dans l'aire de stationnement ?» Nous examinons tout du 15 juillet d'il y a 6 ans, assura Chen. Le registre des sentiers montre que votre femme s'est inscrite à 8h47. Mais Monsieur Brennan, ce système de sentiers a des dizaines de chemins interconnectés. Des centaines de personnes l'utilisent quotidiennement pendant l'été. Après 6 ans, retrouver des témoins potentiels. Un cri de la plateforme de plongée l'interrompit. L'un des spécialistes de la récupération faisait signe de toute urgence. Chen s'excusa et courut, laissant Marc debout parmi les preuves des derniers moments de sa femme. Il se força à étudier chaque objet, essayant de comprendre. La montre GPS de Sarah, ses composants électroniques morts depuis longtemps mais le boîtier intact. Ses bouteilles d'eau, l'acier isolé montrant une corrosion minimale. Tout ce qu'elle avait transporté pour une randonnée d'une journée avec leurs bambins maintenant disposés comme des artefacts archéologiques. Mais où était la preuve d'Ethan? Pas de petites bottes, pas de sangle du porte-enfant que Sarah portait, pas de gobelet ou de collation ou l'un des dizaines d'articles qu'elle emballait toujours pour leur fils. L'absence se faisait plus bruyante que n'importe quelle découverte. La détective Chen revint, son expression illisible. « Monsieur Brennan, l'équipe de plongée a localisé des objets supplémentaires en profondeur. Nous allons devoir continuer les opérations de récupération, mais je pense que nous devrions vous amener à l'hôtel. Cela va être un long processus. Ont-ils trouvé quelque chose lié à mon fils ?» Chen hésita. Pas de manière définitive. Mais Monsieur Brennan, l'absence de certaines preuves est significative. Si votre femme et votre fils étaient entrés dans la source, nous nous attendrions à trouver des objets des deux. Le fait que nous ne trouvions que des objets liés aux adultes suggère. Suggère quoi? Que peut-être votre fils n'était pas avec votre femme quand elle est entrée dans l'eau. Ce qui ouvre des questions entièrement différentes sur ce qui s'est passé ce jour-là. Marc sentit une étincelle de quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir en 6 ans, l'espoir. Si Ethan n'avait pas été dans la source, s'il y avait une chance, nous rouvrons ceci comme une enquête criminelle potentielle, continua Chen, ce qui signifie que nous allons interroger tous ceux qui sont liés à cette zone, employés du parc, randonneurs réguliers, quiconque aurait pu être ici ce jour-là.
C'est un coup de chance après tant de temps, mais si votre fils a été séparé de votre femme avant qu'elle ne meure, quelqu'un pourrait avoir vu quelque chose. Alors qu'ils retournèrent vers le début du sentier, Mark jeta un dernier regard à Morning Glory Pool. Sa beauté trompeuse avait caché le sort de sa femme pendant 6 ans, mais elle n'avait pas réclamé son fils. Quelque part dans ces montagnes, il pourrait encore y avoir des réponses sur ce qui était arrivé à Ethan. La question était de savoir si ces réponses apporteraient de l'espoir ou juste un autre type de dévastation. Le centre de commandement avait été établi dans l'aire de stationnement de Cascade Trail à l'aube le lendemain matin. Mark arriva pour trouver des dizaines de personnels de recherche et de sauvetage rassemblés autour de cartes topographiques étalées sur des tables pliantes. L'air du matin était vif, portant le parfum du pain et la promesse d'une autre chaude journée de juillet à venir. La détective Chen le rencontra avec une tasse de café et un gilet fluorescent marqué « Famille ». Nous organisons des recherches par quadrillage basées sur les itinéraires possibles que votre femme aurait pu emprunter. Puisque nous examinons maintenant cela comme une scène de crime potentiel, nous vérifions également toutes les structures dans un rayon de 8 km. Structure ? Marc enfila le gilet, le café amer, mais bienvenue. Abri d'urgence, hangar de maintenance, vieille cabane de mineurs, cette zone a des dizaines de bâtiments que les randonneurs utilisent pendant les tempêtes. Si quelqu'un a rencontré votre femme et votre fils ce jour-là, ils auraient pu les diriger vers un abri, surtout si le temps se dégradait. Marc se souvenait que Sarah mentionnait les cabanes d'abri pendant leur randonnée. Le service du parc les maintenait pour une utilisation d'urgence, des structures de base avec du bois de chauffage, des fournitures de premiers soins et des livres de bord où les randonneurs enregistraient leur séjour. Sarah avait toujours noté leurs emplacements sur ses cartes dans le cadre de sa planification de sécurité complète. Un homme en uniforme de rangée du parc s'approcha, son visage buriné montrant le bronzage permanent de quelqu'un qui avait passé des décennies à l'extérieur. « Détective Chen, je suis le ranger Tom Mitchell. J'ai sorti les journaux de maintenance pour toutes les cabanes d'abri de ce secteur d'il y a 6 ans. » Il avait peut-être le début de la cinquantaine avec le genre de présence solide et rassurante que Mark associait aux hommes d'extérieur expérimentés. Son uniforme était soigné malgré l'heure matinale, radio et équipement correctement positionnés sur sa ceinture. « Voici Mark Brennan. » Chen fit les présentations, le mari de la femme disparue. L'expression de Mitchell se transforma en une sympathie sincère. « Je suis profondément désolé pour votre perte, monsieur Brennan. Je travaille sur ces sentiers depuis 15 ans. Votre femme, je me souviens d'elle d'après les registres de sentiers. Toujours inscrite correctement, notait son heure de retour prévue. Le genre de randonneur que nous souhaiterions que tout le monde soit. Vous vous souvenez d'elle ?» Marc sentit un frémissement d'espoir. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi constant. Elle faisait de la randonnée ici régulièrement, n'est-ce pas? Parfois avec vous, souvent avec le petit dans le porte-bébé. Mitchell sortit un carnet usé. J'ai parcouru mes journaux personnels hier soir quand la détective Chen a appelé à propos des vérifications d'abri. J'étais en fait de service ce jour-là il y a 6 ans, le 15 juillet. Chen se pencha en avant. Vous l'étiez? Ce n'était pas dans les dossiers d'enquête originaux. Mitchell hocha la tête. Je faisais l'entretien de routine des abris de l'arrière-pays. C'est consigné dans les registres du parc, mais je suppose que personne n'a pensé à recouper mon calendrier de maintenance avec l'affaire des personnes disparues à l'époque. J'étais à l'abri de Timber Creek ce matin-là, puis j'ai descendu jusqu'à Pine Ridge et Avalanche Creek dans l'après-midi. Ce sont tous le long des itinéraires possibles depuis le sentier principal, dit Mark, étudiant la carte. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Des randonneurs en détresse? C'est ce que j'essaie de me rappeler. Le 15 juillet, nous avons eu du temps qui s'est déplacé de manière inattendue cet après-midi-là. Rien de grave, mais assez de pluie pour envoyer des randonneurs non préparés chercher un abri. Je me suis assuré que les 3 abris étaient approvisionnés et sécurisés. Le pouls de Marc s'accéléra. Sarah n'était pas non préparée, mais avec un enfant de 2 ans, elle aurait pu chercher un abri même contre une pluie modérée. Les livres de bord ont-ils été vérifiés après la disparition de ma famille? Mitchell et Chen échangèrent des regards. C'est en fait peu clair d'après les dossiers de l'affaire originale, admit Chen. La recherche initiale s'est concentrée sur les sentiers principaux et l'hypothèse d'un accident. Les cabanes d'abri ont été vérifiées pour l'occupation, mais je ne vois pas d'enregistrement des livres de bord examinés. Je les ai, dit Mitchell doucement. Tous les vieux livres de bord, le service du parc voulait les jeter pendant la rénovation il y a 2 ans, mais je les ai gardés. Je pensais que c'était des documents historiques qui valèrent la peine d'être préservés. Ils sont entreposés à la station de Rangers. Chen assigna immédiatement un officier pour récupérer les livres de bord tout en organisant des équipes de recherche. Mark se retrouva assigné au groupe de Mitchell, se dirigeant vers les cabanes d'abri pour effectuer des recherches approfondies avec des yeux neufs. Alors qu'ils marchèrent vers l'abri de Timber Creek, Mitchell maintenait un rythme régulier malgré l'altitude, indiquant les caractéristiques du sentier avec la facilité d'une longue familiarité. Votre femme connaissait bien ces sentiers.
Elle aurait su exactement où se trouvait chaque abri. Elle les avait tous marqués sur ses cartes, confirma Mark, respirant plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. 6 ans de chagrin avaient fait des ravages sur sa forme physique. Elle disait qu'il était important d'avoir toujours un plan de secours avec un bambin. L'abri de Timber Creek apparut à travers les arbres, une structure en bois simple avec un toit en métal, peut-être 4 mètres sur 5. Mitchell produisit une clé et ouvrit la lourde porte, révélant un intérieur sobre. Des couchettes en bois, un petit poêle à bois, des fournitures d'urgence dans des conteneurs métalliques. « Nous allons relever les empreintes, vérifier toute trace de preuve », dit l'un des membres de l'équipe CSI, commençant à photographier l'intérieur. Bien qu'après 6 ans, Mark se tenait dans l'embrasure de la porte, imaginant Sarah ici avec Ethan, attendant qu'un orage passe, transformant probablement cela en aventure pour leur fils. Ethan aurait adoré la nouveauté, la maison de camping, comme il appelait toute petite structure. Le truc avec ces abris, dit Mitchell à côté de lui, c'est qu'ils sont censés être laissés déverrouillés pour les urgences. Mais parfois, les randonneurs les verrouillent accidentellement en partant ou le mécanisme se bloque. Je me souviens spécifiquement d'avoir vérifié toutes les serrures ce jour-là à cause du temps qui arrivait. Ils passèrent à l'abri de Pine Ridge, une structure similaire mais avec une meilleure vue sur la vallée en contrebas. Encore une fois, l'équipe CSI commença leur documentation minutieuse pendant que Mark essayait de se mettre à la place de Sarah. Quel itinéraire aurait-elle pris avec un bambin fatigué si le temps menaçait ? Monsieur Brennan, dit Mitchell, consultant à nouveau son carnet, votre femme variait-elle généralement ses itinéraires ou s'en tenait-elle aux sentiers familiers ? Elle a aimé explorer mais était prudente avec Ethan. Elle explorait de nouveaux sentiers, seule d'abord, puis l'amenait s'ils étaient appropriés. Mark fit une pause, se souvenant. Ce jour-là, elle a mentionné vouloir lui montrer la prairie alpine. C'est après Morning Glory Pool sur la boucle supérieure. L'expression de Mitchell devint pensive. La boucle supérieure. Cela la mettrait près des abris de Pine Ridge ou d'Avalanche Creek si le temps se déplaçait. Pas Timber Creek, c'est dans la direction opposée. Alors qu'il marchait vers l'abri d'Avalanche Creek, le dernier et le plus éloigné des trois, Mark remarqua que Mitchell s'arrêtait occasionnellement pour examiner le sentier, même après 6 ans. L'homme connaissait clairement chaque racine et rocher, chaque variation saison par saison. « Ça doit être étrange, dit Mark, qu'une telle tragédie se produise dans un endroit que vous connaissez si bien. » Mitchell resta silencieux un moment. Chaque ranger y fait face éventuellement. Des randonneurs perdus, des accidents, parfois pires, mais une mère et un enfant qui disparaissent, ça vous hante. J'y pense chaque fois que je passe devant Morning Glory Pool, un si bel endroit pour cacher quelque chose d'aussi terrible. L'abri d'Avalanche Creek se trouvait dans une petite clairière, plus isolée que les autres. Alors que Mitchell déverrouillait la porte, Mark remarqua que celui-ci avait un mécanisme de serrure plus récent. « J'ai dû remplacer celui-ci il y a 4 ans, expliqua Mitchell. L'ancien se bloquait constamment. À l'intérieur, l'équipe CSI commença son travail, mais quelque chose semblait différent dans cet abri. Peut-être que c'était l'emplacement, la façon dont la forêt se pressait près, ou comment le son du ruisseau masquait d'autres bruits. Mark pouvait imaginer quelqu'un se sentir très seul ici, très vulnérable. « Si ma femme est venue ici avec Ethan, dit Mark lentement, et que quelqu'un d'autre était déjà là ou est arrivé après ? Ces abris dorment 6 à 8 personnes, dit Mitchell. Il n'est pas rare que des étrangers partagent pendant les tempêtes. La plupart des randonneurs sont de bonnes personnes, mais il ne termina pas la pensée. Alors que les équipes de recherche se déployaient depuis l'abri, vérifiant la forêt environnante, Mark se tenait près du ruisseau qui donnait son nom à l'abri. L'eau se précipitait, froide de la fonte des neiges, indifférente à la tragédie humaine. Quelque part dans ces montagnes, son fils avait été séparé de sa femme. Quelqu'un avait vu quelque chose, fait quelque chose, su quelque chose. La question était de savoir si 6 ans avaient enterré ses secrets aussi profondément que la source chaude avait caché le sort de Sarah. Les équipes de recherche travaillaient depuis 3 heures quand la radio de la détective Chen crépita avec des nouvelles urgentes. Mark aidait à documenter la zone autour de l'abri d'Avalanche Creek quand il entendit l'inspiration aiguë de Chen. « Ils ont trouvé quelque chose à la station de Rangers », dit-elle au groupe. « Nous devons retourner immédiatement. » La randonnée de retour sembla interminable, Chen fixant un rythme punitif qui laissa Mark luttant pour suivre. Mitchell resta avec lui, offrant occasionnellement une main stabilisatrice sur les sections plus difficiles du sentier. « Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé ?» demanda Mark entre des respirations laborieuses. « Ça pourrait être n'importe quoi, répondit Mitchell, bien que son expression soit devenue sérieuse. La station a des zones d'employés qui n'ont pas été fouillées en profondeur auparavant. Si quelqu'un du personnel était impliqué, ils émergèrent du sentier pour trouver le parking de la station de Rangers transformé en scène de crime. Des véhicules de police supplémentaires étaient arrivés et les officiers établissaient un périmètre autour du bâtiment. À travers les fenêtres, Mark pouvait voir des enquêteurs se déplacer à l'intérieur. La détective Chen les rencontra à l'entrée.
Nous avons obtenu un mandat pour fouiller les casiers des employés et les zones communes. Commencer avec le personnel actuel, puis passer aux anciens casiers non attribués des anciens employés. Elle les conduisit à l'intérieur, au-delà de la zone publique avec ses cartes de sentier et ses affichages éducatifs dans la section des employés que Marc n'avait jamais vue. Une rangée de casiers métalliques bordait un mur, plusieurs debout, ouverts avec des marqueurs de preuve placés à proximité. Le casier 47 n'avait pas été attribué depuis 4 ans, expliqua Chen, s'arrêtant devant une porte métallique verte entr'ouverte. Le gestionnaire actuel de la station a dit qu'il appartenait à Jake Morrison, un travailleur saisonnier qui est parti brusquement en 2019. Quand nous avons coupé le cadenas, Marc regarda à l'intérieur et sentit ses jambes faiblir. Des sacs de preuves sur une table voisine contenaient un délicat collier en argent avec un petit charme de boussole, le cadeau d'anniversaire de Sarah de sa part, qu'elle portait à chaque randonnée. À côté, une autre alliance, celle-ci la bande en or blanc, avec de petits diamants qu'elle portait quand elle ne faisait pas de randonnée, généralement gardés dans son sac comme sauvegarde. « Ce sont ceux de Sarah, dit-il, sa voix à peine audible. Le collier, je le lui ai donné pour notre 5e anniversaire. Elle disait qu'une boussole l'aiderait toujours à retrouver son chemin. » Chen hocha sombrement la tête. Les objets ont été cachés derrière un faux panneau au fond du casier. Quelqu'un a fait des efforts considérables pour les dissimuler. « Jake Morrison, répéta Marc le nom. Qui est-il » Mitchell s'était rapproché pour examiner les preuves sans les toucher. « Je me souviens de Jake. Jeune gars, peut-être mi-vingtaine quand il travaillait ici. Silencieux, restait seul, bon avec l'entretien des sentiers, mais pas génial avec les gens. À quoi ressemblait-il ? Demanda Marc, essayant d'imaginer l'homme qui aurait pu tuer sa femme. Cheveux bruns, taille moyenne, un peu solitaire, se rappela Mitchell. Il a vécu dans le logement des employés pendant 2 saisons, puis est parti sans beaucoup de préavis. A dit qu'il avait une offre d'emploi dans l'Utah, mais aucun de nous n'a eu de ses nouvelles. Chen était déjà en train de consulter des dossiers sur sa tablette. Jake Andrew Morrison, né le 3 avril 1994, a travaillé ici les étés 2018 et 2019. Pas de casier judiciaire, mais elle fit une pause, faisant défiler les données. Il est hors réseau depuis qu'il est parti d'ici. Pas d'adresse actuelle, pas de dossier d'emploi, pas d'activité de crédit. Il se cache, dit Marc, fixant les bijoux de sa femme. Il l'a tué, et il se cache depuis 6 ans. Nous lançons une alerte bolo maintenant, assura Chen. Chaque agence du pays le recherchera. Monsieur Brennan, j'ai besoin que vous confirmiez ces objets. Vous êtes certain qu'ils appartenaient à votre femme ? Marc tendit la main vers le collier à boussole, puis s'arrêta, se souvenant de ne pas contaminer les preuves. La boussole a une gravure au dos, nos initiales et la date. Il déglutit difficilement. Sarah ne faisait jamais de randonnée sans. Elle disait que c'était son porte-bonheur. Chen tourna soigneusement le sac de preuves pour révéler l'inscription. C'était là, exactement comme Marc s'en souvenait. M et S, toujours trouvé le chemin du retour, 2015. Si Jake Morrison a pris ceci comme trophée, Chen ne termina pas la phrase, tout le monde comprenait l'implication. « Mais pourquoi les laisser ici ?» demanda Marc. « Pourquoi ne pas les prendre quand il a fui ?» Mitchell prit la parole pensivement. « Les casiers sont rarement vérifiés. La direction ne les vide que tous les quelques ans quand ils ont besoin d'espace. Ils pensaient probablement qu'ils seraient en sécurité ici indéfiniment, peut-être prévoyaient de revenir les chercher un jour. » Alors que les techniciens de scène de crime traitèrent le casier et la zone environnante, Marc se retrouva à étudier la salle de pause des employés visible à travers une porte. Un espace si ordinaire, cafetière, réfrigérateur couvert d'avis de sécurité, une table avec des chaises dépareillées. Jake Morrison s'était-il assis là, à planifier son crime? Était-il revenu après avoir tué Sarah et avait-il calmement déjeuné avec ses collègues? Monsieur Mitchell, Chen s'adressa au ranger. Nous aurons besoin d'une déclaration complète sur tout ce dont vous vous souvenez à propos de Morrison, toute interaction avec la famille, tout comportement préoccupant. Bien sûr, accepta Mitchell volontiers. Bien que je sois honnête, il était si silencieux qu'il est difficile de se souvenir de grand-chose. Il se présentait, faisait son travail, rentrait chez lui. Le genre d'employé que vous remarquez à peine. Quelque chose à ce sujet dérangeait Marc, bien qu'il ne puisse pas tout à fait dire quoi. Un employé du parc qui travaillait sur ses sentiers, qui connaissait tous les endroits cachés et les abris, qui pouvaient se déplacer dans la nature sans attirer l'attention, c'était le profil parfait pour quelqu'un qui pourrait faire disparaître une mère et un enfant. « Nous devons fouiller le logement des employés », dit Marc soudainement. « Même si cela fait des années, il pourrait y avoir une trace. Déjà en cours ?» assura Chen. « Nous avons des équipes qui se dirigent vers les anciens quartiers saisonniers maintenant. Si Morrison a laissé quelque chose derrière lui, nous le trouverons. » Mitchell s'excusa pour retourner à ses tâches de maintenance, promettant de compiler une liste complète de tout ce dont il pourrait se souvenir à propos de Morrison. Alors qu'il partait, Marc remarqua la légère boiterie du ranger, probablement due à des années de randonnée sur ces sentiers difficiles.
L'homme n'avait été que serviable, restant même tard dans son quart de travail pour aider à la recherche. Dehors, Mark se tenait dans le parking essayant de traiter ce développement. Ils avaient un nom, un visage à mettre sur son cauchemar. Jake Morrison, jeune, silencieux, oubliable Jake Morrison, avait d'une manière ou d'une autre rencontré Sarah et Ethan sur le sentier. Il avait fait quelque chose pour les séparer, tuer Sarah, cacher son corps dans la source chaude et garder ses bijoux comme trophée. Mais où était Ethan? Si Morrison a pris mon fils, dit Mark à Chen, qui l'avait suivi dehors, où irait-il? Comment cachez-vous un enfant de 2 ans pendant 6 ans? C'est ce que nous allons découvrir, répondit fermement Chen. Le fait qu'il ait gardé des trophées suggère une certaine psychologie. Il voulait des souvenirs. S'il a pris Ethan, elle ne termina pas mais Mark comprit. Si Morrison avait gardé les bijoux de Sarah, il y avait une chance, aussi mince soit-elle, qu'il ait également gardé Ethan. Quelque part, Jake Morrison pourrait élever le fils de Mark comme le sien. Le collier à boussole clignotait dans l'esprit de Mark. Le porte-bonheur de Sarah destiné à toujours la guider vers la maison. Au lieu de cela, il avait été enfermé dans l'obscurité pendant des années, le trophée d'un tueur. Mais maintenant, il pourrait être la clé pour retrouver leur fils. « Je veux tout voir sur Morrison, dit Mark. Dossier d'emploi, vérification des antécédents, toutes les photos que vous pouvez trouver. Si cet homme a mon fils, j'ai besoin de tout savoir sur lui. » Chen hocha la tête. « Nous rassemblons tout maintenant. Pourquoi ne pas vous reposer à l'hôtel? Cela va être une longue enquête. » Mais Mark savait que le repos était impossible. Pas quand ils avaient enfin une piste, enfin un nom. Jake Morrison avait fait une erreur, gardé ses trophées là où ils pourraient éventuellement être trouvés. Maintenant, Mark devait juste espérer que l'homme en avait fait d'autres, assez pour les mener à Ethan avant qu'une autre période de 6 ans ne passe. La maison de Mark semblait plus vide que jamais alors qu'il franchissait la porte à 21h, épuisé par le vol de retour à Denver. La détective Chen avait insisté pour qu'il rentre chez lui, pendant qu'il poursuivait à les pistes sur Jake Morrison, promettant d'appeler dès qu'ils auraient des développements. L'environnement familier ne faisait qu'accentuer l'absence de la voix de Sarah appelant de la cuisine, les jouets d'Ethan éparpillés sur le sol du salon. Il laissa tomber son sac près de la porte et se dirigea vers son bureau à domicile, allumant son ordinateur portable. S'il ne pouvait pas être au Colorado à chercher activement, au moins il pouvait faire des recherches. Le nom de Jake Morrison donnait frustrantement peu en ligne. Pas de profil de médias sociaux, pas d'adresse récente, juste quelques dossiers de vérification d'emploi qui se terminaient en 2019. Le téléphone de Mark bourdonna avec un message de Chen. Équipe vérifiant les derniers contacts connus de Morrison dans l'Utah. Mettront à jour le matin. Il posa le téléphone de côté et sortit son carnet du voyage, examinant tout ce qu'ils avaient appris. Les bijoux de Sarah dans le casier de Morrison. Le départ soudain du jeune homme, la façon dont il avait apparemment disparu sans laisser de traces, emportant peut-être Ethan avec lui. Mais quelque chose tracassait Mark alors qu'il examinait ses notes des recherches d'abri. Il avait noté le commentaire de Mitchell sur le remplacement de la serrure de l'abri d'Avalanche Creek il y a 4 ans parce qu'elle se bloquait constamment. Cela aurait été en 2020 après que Morrison soit déjà parti. Pourtant, Mitchell avait connu l'année exacte sans vérifier aucun dossier. Mark secoua la tête. Il réfléchissait trop, voyant des détails suspects là où il n'y en avait pas. Mitchell gérait l'entretien de tous les abris. Bien sûr qu'il se souviendrait quand les serrures étaient remplacées. Pourtant, d'autres petits détails ont fait surface alors qu'il examinait la journée. La façon dont Mitchell était resté proche pendant toute la recherche, toujours à portée de voix des communications de la police. Comment il s'était porté volontaire immédiatement pour aider, s'insérant dans l'enquête. Sa mémoire détaillée de Morrison malgré le fait qu'il prétendait que l'homme était oubliable. Et il y avait autre chose, quelque chose que Mitchell avait dit à l'abri qui dérangeait Mark. Qu'est-ce que c'était? Il ferma les yeux, essayant de se rappeler les mots exacts. « J'y pense chaque fois que je passe devant Morning Glory Pool. Un si bel endroit pour cacher quelque chose d'aussi terrible. Cacher quelque chose de terrible, pas pour que quelque chose de terrible se produise ou où quelque chose de terrible s'est produit. Caché, comme si c'était délibéré, planifié. » Mark prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de la détective Chen. Il hésita, le doigt planant sur le bouton d'appel. Qu'allait-il dire? Que le rangé serviable qui avait passé toute sa journée à les aider avait utilisé une tournure de phrase légèrement étrange, mais le malaise ne le quittait pas. Il passa l'appel. « Chen ici. »« Détective, c'est Mark Brennan. Je sais que cela peut sembler paranoïaque, mais j'ai réfléchi au Ranger Mitchell. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Juste 2 petites choses. La façon dont il a formulé certains commentaires, comment il connaissait des détails spécifiques sans vérifier les dossiers. Il a été incroyablement serviable, peut-être trop serviable ?» Chen resta silencieuse un moment. Il n'est pas inhabituel pour les responsables locaux de s'insérer dans les enquêtes, surtout dans les petites communautés. Mais je vais prendre note de vérifier ses antécédents plus en profondeur. A-t-il fait ou dit quelque chose de spécifiquement préoccupant? Non, rien de concret.
Je suis probablement juste en train de chercher des indices parce que nous nous concentrons sur Morrison. Le chagrin et le stress peuvent nous faire voir des modèles qui n'existent pas, dit Chen doucement. Mais j'ai appris à faire confiance aux instincts des membres de la famille. Je vais faire vérifier discrètement les allées et venues de Mitchell le 15 juillet il y a 6 ans, juste pour être minutieux. Après avoir terminé l'appel, Mark se sentait à la fois stupide et soulagé. Il fabriquait probablement des soupçons là où il n'y en avait pas, mais au moins Chen vérifierait. Il se dirigea vers la cuisine pour faire du café, sachant que le sommeil serait insaisissable malgré son épuisement. Son ordinateur portable sonna avec une notification par email. L'expéditeur était T. Mitchell, ligne d'objet, information sur J. Morrison que vous devriez voir. Le pouls de Mark s'accéléra. Comment Mitchell avait-il son adresse email? Puis il se souvint. Ils avaient échangé des informations de contact pendant la recherche au cas où quelqu'un se souviendrait de détails supplémentaires. L'email était bref. Monsieur Brennan, j'ai parcouru d'anciens dossiers d'employés et j'ai trouvé des éléments préoccupants sur Morrison que je pense que la détective Chen devrait voir immédiatement. Je suis de retour à Denver ce soir pour une réunion demain. Pourrais-je passer brièvement? J'ai des journaux de travail qui montrent les affectations de Morrison la semaine où votre famille a disparu. Tom Mitchell. Mark fixa l'écran. Mitchell proposait d'apporter des preuves sur Morrison directement chez lui la nuit. Chaque instinct criait que quelque chose n'allait pas, mais et si le ranger avait vraiment trouvé quelque chose d'important? Et si c'était la percée dont ils avaient besoin pour trouver Ethan? Il pourrait rappeler Chen, lui demander d'être présente, mais cela semblait trop paranoïaque pour quelqu'un qui n'avait été que serviable. Mitchell était lui-même un agent des forces de l'ordre, un ranger respecté avec 15 ans de service. Mark laissait l'épuisement et le désespoir obscurcir son jugement. Il tapa en retour « Je serai debout. Le café est prêt si vous en voulez. » Un peu plus tard, des phares balayèrent les fenêtres de son salon. Mark regarda à travers les stores alors que le camion du service du parc de Mitchell se garait dans son allée. Le ranger émergea, portant un dossier de manille et ce qui ressemblait à une petite boîte de preuves. Mark ouvrit la porte avant que Mitchell puisse frapper. « Merci d'avoir fait le trajet. Entrez. » Mitchell entra avec la confiance facile de quelqu'un à l'aise dans n'importe quelle situation. « J'espère que je ne dérange pas. Je sais qu'il est tard, mais je pensais que vous voudriez voir cela immédiatement. Puis-je vous offrir ce café ?» proposa Mark le conduisant à la cuisine. « Ce serait formidable. Cela a été une longue journée. » Mitchell posa ses documents sur la table de la cuisine et prit place, regardant autour de lui avec intérêt. Bel endroit, très chaleureux. Mark versa 2 tasses, tournant le dos à Mitchell alors qu'il ajoutait du sucre au sien. Derrière lui, il entendit des papiers bruisser alors que le ranger ouvrait son dossier. « Alors, j'ai recoupé les affectations de travail de Morrison avec les journaux de sentier de cette semaine, » commença Mitchell. Il était programmé pour l'entretien du sentier de la boucle supérieure le jour où votre famille a disparu. Cela le mettrait à proximité directe de Morning Glory Pool. Mark se retourna avec les tasses de café, remarquant que Mitchell avait étalé plusieurs documents d'apparence officielle sur la table. Horaires de travail, journaux d'affectation, feuilles de temps. Tout semblait légitime, des preuves accablantes contre Morrison. « C'est incroyable, » dit Mark, posant la tasse de Mitchell devant lui et prenant place avec la sienne. Comment les affectations de Morrison n'ont-elles pas été mentionnées dans l'enquête originale? Négligence bureaucratique, dit Mitchell, prenant une gorgée de café. Différents départements, différents systèmes de classement. Les choses passent entre les mailles du filet. Il sortit un autre papier. Mais voici la partie vraiment intéressante. Morrison a demandé cette affectation spécifique, a échangé des quarts de travail avec un autre travailleur pour être sur ce sentier ce jour-là. Mark se pencha en avant pour examiner le document, sa tasse de café chaude entre ses mains. L'information était convaincante, dressant un portrait de Morrison comme un prédateur qui avait planifié son crime. Il prit une longue gorgée de café, sentant la caféine frapper son système épuisé. « Nous devons apporter cela à la détective Chen immédiatement, » dit Mark, tendant la main vers son téléphone. Mais sa main se sentait étrangement lourde, ses mouvements lents. La cuisine sembla s'incliner légèrement. Mitchell continua à parler, sa voix stable et calme. « Vous savez, le truc avec Morrison, c'est qu'il était toujours trop évident, trop commode. Le solitaire silencieux, le départ soudain, la vraie vie n'est généralement pas aussi nette. » Mark essaya de se concentrer sur le visage de Mitchell, mais sa vision se brouillait. La tasse de café glissa de ses doigts, engourdie, le liquide brun se répandant sur les documents. « Qu'avez-vous »« Je suis vraiment désolé pour ça, Mark. » La voix de Mitchell semblait lointaine malgré le fait d'être juste en face de la table. « Vous deviez juste mentionner vos préoccupations à la détective, n'est-ce pas? Je l'ai vu prendre des notes sur la vérification de mes antécédents. Je ne pouvais pas avoir ça. » La pièce tourna violemment. Mark tenta de se lever, mais ses jambes ne le soutenaient pas. Il s'affaissa sur le côté, à peine conscient que Mitchell se levait de sa chaise, se déplaçant autour de la table avec un but sans hâte. « Ne résistez pas, » dit Mitchell doucement, rattrapant Mark avant qu'il ne touche le sol. « C'est juste un sédatif. Nous avons un trajet devant nous et j'ai besoin que vous soyez docile.
Vous allez revoir votre fils, Mark. N'est-ce pas ce que vous vouliez ? Ethan. À travers le brouillard de ce que Mitchell lui avait donné, ce nom a percé. Son fils était vivant. Mitchell savait où il était. Mark essaya de parler, d'exiger des réponses, mais sa bouche ne formait pas de mots. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne le réclame fut le visage buriné de Mitchell, le regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à du regret. La conscience revint lentement, comme remontée d'une eau profonde. La tête de Mark battait, sa bouche semblait tapissée de coton, et pendant plusieurs moments désorientants, il ne pouvait pas se rappeler où il était. La surface sous lui était dure, froide, un plancher en bois, pas son lit. Ses poignets étaient attachés derrière son dos, avec ce qui ressemblait à des attaches zip, et ses chevilles étaient également entravées. La mémoire s'écrasa, Mitchell dans sa cuisine, le café drogué, la promesse terrifiante de voir Ethan. Mark força ses yeux à s'ouvrir, clignant contre la faible lumière filtrant à travers des fenêtres sales. Il était dans une cabane, pas l'un des abris d'urgence du parc mais quelque chose de plus ancien, de plus éloigné. Les murs étaient à des rondins grossièrement taillés, les interstices calfeutrés avec du béton. Un poêle à bois était froid dans un coin. La pièce unique sentait le moisi, et autre chose, quelque chose qui lui retournait l'estomac, de la vieille nourriture, des corps non lavés, l'odeur d'une habitation humaine prolongée. « Ah, vous êtes réveillé !» La voix de Mitchell venait de près de la porte. Le ranger était assis sur une chaise en bois, toujours en uniforme, l'air aussi calme que s'il partageait un café à la station. Le sédatif a été soigneusement mesuré. Vous avez été inconscient environ 3 heures. Où sommes-nous ? La voix de Mark sortit rauque. La vieille cabane de chasse de mon grand-père. À environ 24 kilomètres de tout sentier. Complètement hors réseau. Je pense à la vendre depuis des années, mais elle s'est avérée utile. Mitchell se leva, se déplaçant pour vérifier les liens de Mark avec une efficacité professionnelle. Je ne peux pas vous laisser vous libérer. Pas encore. Vous avez tué Sarah. Ce n'était pas une question. Le visage de Mitchell se crispa. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Rien n'était censé se passer comme ça. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la forêt sombre. Ma femme Rebecca et moi avions essayé d'avoir des enfants pendant 5 ans. 3 fausses couches. La dernière, juste un mois avant ce juillet, a failli la tuer. La dépression après, elle a tenté de se suicider 2 fois. Mark testa ses liens, ne trouvant aucun jeu. Alors vous avez volé le mien ? Je ne l'avais pas planifié. Mitchell se retourna, son expression plaidant presque pour la compréhension. Ce matin-là, je vérifiais les abris comme je vous l'ai dit. Le temps a mal tourné rapidement, cellule orageuse, inattendue. J'étais à l'abri d'Avalanche Creek quand votre femme est arrivée en courant avec Ethan. Elle avait peur, la foudre était proche. Elle a demandé s'il pouvait attendre avec moi. Le ranger commença à faire les 100 pas perdus dans le souvenir. Ethan était parfait. 2 ans, ses boucles blondes m'appelant « Monsieur Ranger » de cette voix douce. Il jouait avec ma radio, faisait semblant d'appeler des renforts. Sarah riait, disait qu'il adorait tout ce qui avait des boutons, si confiants, tous les deux. « Espèce de malade !» grogna Mark. « Je n'allais faire de mal à personne. » La voix de Mitchell s'éleva. Mais ensuite, Sarah a mentionné que vous étiez malade à la maison, que personne ne savait exactement où il faisait de la randonnée. L'orage a empiré, elle a décidé de rester la nuit plutôt que de risquer de faire de la randonnée avec Ethan par ce temps. Pas de signal cellulaire pour vous faire savoir. Le cœur de Mark battait alors qu'il reconstituait les dernières heures de sa femme. Cherchant la sécurité dans la tempête, faisant confiance aux rangers du parc, faisant le choix sensé pour protéger leur fils. « J'ai appelé Rebecca sur le téléphone satellite », continua Mitchell. « Je lui ai parlé de ce beau petit garçon qui avait besoin d'un foyer dont la mère ne pouvait pas s'occuper correctement, le laissant faire de la randonnée par temps dangereux. Rebecca était si excitée. Pour la première fois en plusieurs mois, elle semblait vivante. Sarah était une excellente mère, cracha Mark. Peut-être, mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était de donner de l'espoir à Rebecca. Les mains de Mitchell se serraient et se desserraient. Après qu'Ethan se soit endormi, j'ai essayé de convaincre Sarah de nous laisser l'adopter. Je lui ai parlé de nos difficultés, de nos pertes. Elle était compatissante, mais bien sûr a dit non. C'est alors que j'ai... Il s'arrêta, mais Mark pouvait combler les blancs. Dans cet abri éloigné, sans témoin, sauf un bambin endormi, Mitchell avait fait son choix. J'ai utilisé une prise d'étranglement. Elle n'a pas souffert. La voix de Mitchell était devenue plate. Ensuite, j'ai dû comprendre quoi faire. J'ai enveloppé son corps dans une bâche des fournitures de l'abri, j'ai mis des pierres avec elle, je l'ai porté à Morning Glory Pool avant l'aube. Les sources chaudes détruiraient toute preuve, pensais-je. J'ai pris ces bijoux comme preuve qu'elle était partie, prévoyais de les planter sur quelqu'un éventuellement. Morrison, dit Mark. Pauvre Jake, mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise personnalité. Le bouc émissaire parfait quand nécessaire. Mitchell sourit en fait. J'ai gardé ces objets pendant des années, attendant le bon moment. Quand ils ont trouvé les restes de Sarah, j'ai su qu'il était temps de détourner les soupçons. « Où est mon fils ?» demanda Mark. Mitchell vérifia sa montre. « Rebecca l'amènera bientôt,
et les fournitures dont nous aurons besoin pour nous occuper de vous. Elle connaît la vérité depuis le début. M'a aidé à créer l'histoire d'adoption, à teindre ses cheveux, à le garder caché ses premiers mois. Elle a été une merveilleuse mère pour lui ces 6 années. Son nom est Ethan, pas ce que vous l'avez appelé. Owen, nous l'appelons Owen Mitchell. La voix du ranger s'adoucit. Il est heureux, Mark. Bon élève, adore le football, veut être rangé comme son père. Il ne se souvient pas de vous ou de Sarah. Pour autant qu'il sache, Rebecca et moi sommes tout son monde. Le bruit d'un véhicule qui s'approchait fit bouger Mitchell vers la fenêtre. Des phares balayèrent les arbres. Juste à temps. Maintenant, vous allez rester calme et silencieux. Rebecca apporte les fournitures, bâche, chaud, pelle. Owen est dans la voiture. Nous lui avons dit que nous vérifions la vieille cabane, peut-être passer la nuit. Tout bruit de votre part, et nous devrons traumatiser le garçon en lui laissant voir des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Mark entendit des portes de voiture, des voix, le ton agréable d'une femme, puis, son cœur s'arrêta presque, la voix d'un jeune garçon, plus profonde qu'il ne s'en souvenait mais indéniablement Ethan. Son fils était juste dehors, vivant, à portée de main mais impossiblement loin. La porte de la cabane s'ouvrit. Une femme entra en premier, mi-quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux froids qui évaluèrent la situation avec un calme pratiqué. Elle portait un grand sac de sport qui faisait des bruits de cliquetis inquiétants. « Est-il sécurisé ?» demanda-t-elle à Mitchell, sa voix professionnelle. « Serré comme possible. Où est Owen ?» Dans le camion avec son iPad, je lui ai dit que nous serions quelques minutes à vérifier les souris. Rebecca posa le sac, l'ouvrant pour révéler une bâche bleue pliée, des bouteilles de produits chimiques et d'autres fournitures. Nous aurions dû faire cela il y a des années quand il a commencé à poser des questions sur l'autre femme. Le sang de Mark se glaça. Ils avaient fait cela auparavant. À travers la fenêtre sale, Mark pouvait voir le camion garé à l'extérieur, une petite silhouette illuminée par la lumière intérieure. 8 ans maintenant, concentré sur ce qui jouait sur son écran, même à cette distance, même avec les cheveux teints, Mark savait que c'était son fils. « Bonne idée avec l'iPad, dit Mitchell. Combien de temps cela le gardera-t-il occupé ? J'ai téléchargé un nouveau jeu avant de partir. Cela devrait nous donner au moins 1 heure. » Rebecca enfila des gants en latex avec une efficacité troublante. « Où l'emmenons-nous ? Il y a un vieux puits de mine à environ 5 km au nord. Chute de 30 mètres, inondations au printemps. Au moment où quelqu'un trouvera quelque chose, il ne restera pas grand-chose. « Vous avez tué d'autres » s'étouffa Mark. Rebecca rit, un son froid. Justin, un randonneur qui en a trop vu il y a 5 ans, a reconnu Owen d'une vieille affiche de disparu dans une station-service. Tom n'est pas le seul qui protégera notre famille. « Nous sommes une équipe, dit Mitchell, se déplaçant pour aider sa femme à préparer la bâche. Des partenaires dans tout. Quand j'ai ramené Ethan à la maison cette nuit-là, lui ai dit ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité. Elle a dit qu'on nous avait fait un cadeau et que nous ferions tout ce qu'il faudrait pour le garder. » Mark testa désespérément ses liens. Son fils était juste dehors, jouant à des jeux, inconscient que ses parents se préparaient à assassiner son vrai père. Les mêmes personnes qui avaient dû tuer sa mère étaient sur le point de faire de lui un orphelin complet. « S'il vous plaît, » essaya Mark. « Vous avez ce que vous vouliez, vous avez Ethan. Laissez-moi juste partir, je vais disparaître, ne jamais vous contacter. »« Vous avez déjà dit à cette détective que vous étiez méfiant envers Tom, » interrompit Rebecca. « Non, monsieur Brennan. Vous auriez dû laisser le passé enterré comme votre femme. » Un son à l'extérieur les fit tous se figer. Des portes de voiture claquant, plusieurs véhicules. Rebecca se précipita vers la fenêtre. « Merde, quelqu'un arrive, on dirait... » Son visage pâlit. « La police, plusieurs unités. » Mitchell saisit son fusil dans l'armoire. « Comment ont-ils trouvé nous ?» À travers la fenêtre, Mark vit des officiers prendre position et son cœur bondit, puis plongea alors qu'il vit Owen sortir du camion, confus par l'activité soudaine. Le garçon se tenait figé entre la cabane et les voitures de police, son iPad tombant de ses mains. « Owen !» cria Rebecca. « Retourne dans le camion !» Mais le garçon se tenait juste là, pris dans le chaos en développement, alors que des haut-parleurs de police crépitaient à la vie et que ses parents se préparaient à une confrontation qui briserait complètement son monde. « Tom Mitchell !» La voix de la détective Chen retentit à travers un mégaphone. « C'est la police. Nous avons la cabane encerclée. Envoyez Mark Brennan et le garçon, puis sortez avec les mains visibles. » « Comment ?» siffla Rebecca, serrant les bouteilles de produits chimiques. « Nous étions prudents. » Mitchell regarda par la fenêtre, fusil en main. « Le téléphone de Brennan. Ils ont dû le tracer ici. Ou sa voiture à la maison. » Chen savait qu'il me soupçonnait. Mark sentit une poussée d'espoir. Chen avait pris ses préoccupations au sérieux après tout, l'avait surveillé. Quand il était devenu silencieux après la visite de Mitchell, elle avait agi. « Maman ? Papa ?» La voix d'Owen porta de l'extérieur, aiguë et effrayée. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Remets-le dans le camion !» ordonna Mitchell, mais Rebecca se dirigeait déjà vers la porte. « Owen, chérie, retourne dans le camion tout de suite !» appela-t-elle, essayant de garder sa voix calme. « Verrouille les portes et reste baissée. »
À travers la fenêtre, Marc pouvait voir la petite silhouette de son fils courir vers le véhicule, clairement terrifié. Les officiers de police maintenaient leur position, ne voulant pas traumatiser davantage l'enfant. « Nous pouvons encore nous en sortir », dit Mitchell, sa formation de ranger prenant le dessus. « La vieille route forestière, à l'arrière, si nous pouvons atteindre le camion. Avec des flics partout ?» La composition de Rebecca se fissurait. « Tom, nous sommes encerclés. Alors nous négocions, nous avons Brennan comme otage. » Marc rit amèrement depuis le sol. « Négocier ? Vous avez assassiné ma femme. Vous avez kidnappé mon fils. Vous avez tué un autre randonneur. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir négocier exactement ? Tais-toi !» Rebecca lui donna un coup de pied dans les côtes. « C'est ta faute. Si tu avais juste laissé les choses tranquilles, si j'avais laissé mon fils avec les meurtriers de sa mère… » Marc cracha du sang. Jamais. Mitchell vérifiait ses munitions, mouvement rapide et professionnel. « Ils ne savent-ils pas pour Stevens ? La mort de ce randonneur a été jugée accidentelle. Si nous pouvons… » Le téléphone dans la poche de Mitchell sonna. Il regarda l'écran, le numéro de Chen. « Réponds », pressa Rebecca. « Vois ce qu'ils veulent. » Mitchell le mit sur haut-parleur. « Détective. »« Tom, cela ne doit pas mal finir. » La voix de Chen était calme mais ferme. « Envoyez Monsieur Brennan. Parlons de cela. »« Il n'y a rien à discuter, » répondit Mitchell. « Vous avez fait des hypothèses basées sur les délires paranoïaques d'un père en deuil. » « Nous avons des preuves, Tom. Les bijoux de Sarah Brennan, avec vos empreintes digitales, pas celles de Morrison. Des images de sécurité de vous accédant à ce casier plusieurs fois au fil des ans. Vos dossiers de location de cabane montrant que vous étiez ici, pas aux abris, le matin du 15 juillet, il y a 6 ans. » Rebecca et Mitchell échangèrent des regards. Marc vit le moment où ils réalisèrent que les murs se refermaient. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Mitchell. « Envoyez Brennan et le garçon. Ensuite, vous et Rebecca sortez avec les mains visibles. C'est fini, Tom. Ne rendez pas cela pire. »« Pire ?» Mitchell rit durement. « Vous voulez prendre notre fils. »« Ce n'est pas votre fils, » dit fermement Chen. « C'est Ethan Brennan, et il mérite de connaître la vérité. » Rebecca saisit le téléphone. « Ce garçon ne se souvient même pas de ses parents biologiques. Nous sommes la seule famille qu'il connaît. Vous voulez détruire sa vie ? » « Vous avez détruit sa vie quand vous avez assassiné sa mère, » répondit Chen. « Rebecca, je sais que vous avez peur, mais pensez à Owen, Ethan. Voulez-vous que son dernier souvenir de vous soit une fusillade ? Laissez-le se souvenir des bons moments, pas de cela. » Marc regarda le visage de Rebecca se tordre de rage et de chagrin. Pendant 6 ans, elle avait vécu son rêve. Une famille heureuse, un fils aimant. Maintenant, cela s'effondrait. « Il n'y avait pas de bons moments !» cria Marc vers le téléphone. « Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque histoire du soir était construit sur le meurtre de ma femme. Vous n'êtes pas ses parents, vous êtes les monstres qui ont tué sa vraie mère. » Mitchell leva le fusil vers Marc. Un mot de plus ? Un projecteur LED flamboya soudainement à travers la fenêtre, les aveuglant. Dans ce moment de désorientation, ils entendirent la porte du camion s'ouvrir à l'extérieur. « Non !» cria Rebecca. « Owen, reste dans le camion !» Mais à travers le chaos, Marc entendit la voix de son fils, plus proche maintenant. « Maman, papa, j'ai peur. Le policier a dit de venir vers lui. »« Retourne !» rugit Mitchell, tournant vers la porte. Tout s'est passé en même temps. Rebecca se jeta vers la porte pour atteindre Owen. Mitchell, aveuglé par le projecteur, balança son fusil sauvagement. Marc roula fort vers sa gauche, utilisant son corps lié pour faire trébucher Rebecca, qui s'écrasa sur Mitchell. Le fusil tira, le son assourdissant dans la petite cabane. Des éclats de bois explosèrent du cadre de la porte. Dehors, des officiers criant des ordres, et Owen criait, un son qui déchira le cœur de Marc. « Coup de feu tiré, coup de feu tiré !» cria quelqu'un dehors. Mitchell luttait pour retrouver son équilibre, mais des bombes lacrymogènes s'écrasèrent à travers les fenêtres. La fumée remplit la cabane instantanément, étouffante et aveuglante. Marc ferma les yeux, retenant son souffle, sentant Rebecca trébucher sur lui, alors qu'elle essayait d'atteindre la porte. « Owen !» cria-t-elle à travers le gaz. « Mon bébé !» Des mains fortes saisirent Marc, le traînant vers l'air frais. Il haleta, alors que l'air frais de la nuit frappait ses poumons, clignant des yeux à travers les larmes pour voir des officiers tactiques envahir la cabane. Mitchell et Rebecca étaient forcés au sol, des officiers les retenant alors qu'ils luttaient et criaient pour leur fils. « Ethan est en sécurité, » dit Chen, apparaissant à côté de Marc alors que les médecins coupaient de ses liens. « Nous l'avons amené à l'ambulance. Il est terrifié, mais indemne. » Les bras de Marc criaient alors que la circulation revenait, mais il se força à se redresser. « J'ai besoin de le voir. »« Bientôt. Laissez les médecins. » Maintenant, Marc la dépassa, titubant vers l'ambulance où il pouvait voir une petite silhouette enveloppée dans une couverture. Son fils était assis sur le pare-choc de l'ambulance, une femme officier agenouillée à côté de lui, parlant doucement. Le visage du garçon était strié de larmes, tout son corps tremblant. Quand il vit Marc s'approcher, il se recroquevilla. « C'est lui », murmura Owen à l'officier. « C'est l'homme qu'ils avaient attaché. Est-ce qu'il est une mauvaise personne ?»
Mark s'arrêta à quelques mètres, le cœur brisé. Derrière lui, il pouvait entendre Mitchell et Rebecca être lus leurs droits, criant toujours à propos de leur fils, leur famille, leurs droits. Mais tout ce que Mark pouvait voir était l'enfant de 8 ans terrifié qui ne le connaissait pas du tout. « Non, ma chérie, » dit doucement l'officier à Owen, « il n'est pas mauvais. En fait, il te cherche depuis très longtemps. » Me chercher ? La confusion se mêlait à la peur dans ses yeux familiers. Pourquoi ? Mark s'agenouilla lentement, se rendant plus petit, non menaçant. « Parce que je t'aime, » dit-il simplement. « Et tu m'as manqué chaque jour. » Owen, Ethan, le fixa, puis regarda en arrière vers l'endroit où ses parents étaient chargés dans des voitures de police. Le monde du garçon s'effondrait, tout ce qu'il avait cru se déchirait. Mark ne voulait rien de plus que de le rassembler dans ses bras, mais il resta immobile, laissant son fils traiter ce moment impossible. « Ils ont dit que tu étais mauvais » murmura le garçon. « Ils ont dit… »« Je sais » dit Mark doucement. « Ils t'ont dit beaucoup de choses qui n'étaient donc pas vraies, et ça va être vraiment difficile à comprendre. Mais je te promets, nous allons le comprendre ensemble, quand tu seras prêt. » La nuit était remplie de sirènes, de bavardages radio, d'officiers traitant la scène. Mais à ce moment-là, il n'y avait que Mark et son fils, séparés par 1 mètre et 6 ans de mensonges, commençant le long voyage de retour vers la vérité. « Les Mitchell sont en cours de traitement au comté », informa Chen. « Tous 2 sont accusés de meurtre, d'enlèvement, de complot. Tom s'est complètement effondré pendant la réservation, mais Rebecca maintient qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ont sauvé Ethan de parents négligents. « Elle est délirante », dit Mark platement. Chen consulta ses notes. « La confession de Mitchell correspond à ce qu'il vous a dit à la cabane. Il a tué votre femme à l'abri. Mais Rebecca était pleinement complice dès le moment où il a ramené Ethan à la maison. Elle a aidé à teindre ses cheveux, à créer l'histoire de couverture d'adoption, la garder cachée. Quand ce randonneur a reconnu Ethan il y a 5 ans, Rebecca était celle qui l'a poussé de la falaise, pendant que Tom créait un alibi ailleurs. Mais comment Sarah s'est-elle retrouvée à Morning Glory Pool ? Mitchell est retourné 3 nuits plus tard pendant sa patrouille régulière. Il avait besoin d'un endroit où le corps ne serait jamais trouvé, ou s'il était trouvé, n'aurait pas de preuves utilisables. Il savait que les sources chaudes détruiraient de l'ADN, les empreintes digitales, tout. Morning Glory était parfait, profond, isolé. La teneur en minéraux décomposerait rapidement la matière organique. Mark se sentit malade en imaginant Mitchell retourner déplacer le corps de Sarah, calculant le meilleur endroit pour cacher son crime, pendant que Mark cherchait frénétiquement sa famille. Les faux papiers d'adoption étaient l'œuvre de Rebecca, continua Chen. Elle avait un cousin qui travaillait dans les services familiaux il y a des années, a appris suffisamment sur le système pour créer une documentation crédible. Ils ont dit aux voisins qu'ils avaient été adoptés par un arrangement privé. Après 1 an, quand les recherches se sont calmées et que ses cheveux avaient été soigneusement teints, ils ont commencé à présenter Owen comme leur fils. Ils ont tout planifié ensemble, dit Mark se sentant malade. La partie vraiment troublante était qu'il semblait de penser qu'ils étaient de bons parents. Les 2 continuent d'insister qu'ils ont donné à Ethan une vie meilleure que celle qu'il aurait eue. Les évaluations psychologiques vont être intéressantes. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Visite supervisée pour commencer. Thérapie par le jeu pour l'aider à traiter la vérité à son rythme. Finalement, si les choses progressent bien, intégration progressive dans votre vie. Mais Monsieur Brennan, vous devez vous préparer. Il pourrait ne jamais se souvenir complètement de ses premières années avec vous et Sarah. À travers la fenêtre d'observation, Mark pouvait voir son fils avec un travailleur social et le docteur Martinez. Ethan était assis recroquevillé sur une chaise, les bras enroulés autour de lui, l'air complètement perdu. Les 2 personnes en qui il avait eu une confiance totale étaient en prison pour meurtre. Tout son monde était un mensonge. « Puis-je le voir ?» demanda Mark. Le docteur Martinez hésita. Brièvement. Il a posé des questions sur les Mitchell, voulant savoir s'ils vont bien. Il n'est pas prêt à vous accepter comme son père, mais vous voir pourrait l'aider à comprendre que vous n'êtes pas l'ennemi qu'ils vous ont dépeint. Mark entra lentement dans la pièce. Ethan leva les yeux avec ses yeux douloureusement familiers, se pressant plus près du travailleur social. « Salut » dit Mark doucement, s'asseyant sur une chaise en face d'eux. « Je sais que tu as peur et que tu es confus. Je voulais juste que tu saches que je te cherche depuis très longtemps. Et chaque fois que tu es prêt, si tu veux parler ou poser des questions, je serai là. » Ethan l'étudia pendant un long moment. « Le policier a dit que tu es mon vrai père. »« Oui. »« Et ma maman et papa, ils ont tué quelqu'un ?» La douleur dans sa voix était dévastatrice. « C'est très compliqué, » dit Mark prudemment. « Les médecins vont nous aider à tout comprendre ensemble, d'accord ? Ce qui compte maintenant, c'est que tu es en sécurité. »« Mais je les aime, » murmura Ethan, des larmes coulant sur ses joues. « Ils me lisèrent des histoires et m'emmenaient camper et me faisaient des crêpes le samedi. Comment peuvent-ils être de mauvaises personnes s'ils m'aimaient ?» Mark hocha légèrement la tête, puis se tourna vers le travailleur social. C'était un renvoi, mais Mark prendrait ce qu'il pouvait obtenir. Son fils était vivant.
traumatisé, confus, mais vivant. Tout le reste pourrait être travaillé avec le temps. Alors qu'il quittait la pièce, Marc pensa à Sarah. Comment elle aurait géré cela avec tellement plus de grâce, tellement plus de sagesse. Mais elle n'était pas là, assassinée par un homme désespéré qui avait volé leur fils. Il aura besoin que vous soyez patient, dit doucement le docteur Martinez à côté de lui. De le laisser pleurer la seule vie qu'il a connue, même si vous pleurez les années que vous avez perdues. Ce n'est pas la réunion dont vous rêviez, mais c'est un début. Marc hocha la tête, regardant par la fenêtre alors que son fils, Ethan, peu importe le nom auquel il répondait, commençait lentement à traiter son monde brisé. Ce serait un long voyage de retour l'un vers l'autre, mais après 6 ans de vide, Marc avait enfin de l'espoir.